Une femme qui défia le trône de Saint-Pierre. Et si une femme déguisée en homme avait presque régné sur l'église Jeanne de Pologne, figure énigmatique du XIIIe siècle, a trompé le monde pour atteindre les sommets du pouvoir papal. Cette narration, divisée en 7 parties captivantes, dévoile les secrets audacieux de Jeanne de Pologne, son déguisement ingénieux, ses intrigues à Rome, et un scandale qui a secoué le Moyen-Âge. Préparez-vous à plonger dans un monde où l'ambition d'une femme défie toutes les conventions. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées, afin que cette histoire incroyable atteigne d'autres passionnés d'histoire, l'origine d'une rebelle, les premiers pas de Jeanne. Imaginez une jeune fille dans l'Europe du XIIIe siècle, un monde où les femmes sont reléguées à l'ombre des hommes. Jeanne de Pologne, née vers 1220, dans une famille noble mais obscure, grandit avec une intelligence et une ambition qui détonnent dans une société rigide. Les chroniques médiévales, bien que fragmentaires, mentionnent une femme d'une érudition exceptionnelle, maîtrisant le latin, la théologie et la rhétorique, à une époque où ces savoirs sont réservés aux hommes. Mais son histoire entourée de mystères commence par un acte audacieux, se déguiser en homme pour accéder à l'éducation et au pouvoir. Les récits, comme ceux du chroniqueur Martin de Pologne, décrivent Jeanne comme une enfant précoce, fascinée par les textes sacrés. À l'adolescence, elle refuse les mariages arrangés, un choix scandaleux pour l'époque. Selon la légende, elle coupe ses cheveux, adopte des vêtements masculins et prend l'identité de Johannes Anglicus, un jeune clerc. Ce déguisement audacieux et risqué lui permet d'entrer dans un monastère où elle excelle dans les études théologiques. Une analyse psychologique moderne pourrait voir dans cette décision un mélange de rébellion et de pragmatisme. Jeanne, consciente des limites imposées aux femmes, choisit de briser les chaînes de son genre pour poursuivre ses ambitions. Imaginez-vous dans un monastère sombre où Jeanne, sous son déguisement, débat avec des moines, son esprit vif surpassant ses pairs. Son talent attire l'attention et elle gravit les échelons de l'Église, devenant scribe, puis conseiller auprès d'évêques. Mais ce succès cache une tension constante. Un seul faux pas pourrait révéler son secret. Les archives, bien que controversées, suggèrent qu'elle dissimule son identité avec une habileté remarquable, adoptant une voix grave et évitant toute intimité physique. Les rumeurs, cependant, commencent à circuler. Certains moines notent son comportement étrange, comme son refus de se baigner avec les autres. Ce qui rend cette période si fascinante, c'est l'audace de Jeanne. Dans un monde où les femmes sont exclues du pouvoir, elle manipule les conventions avec une intelligence presque surnaturelle. Pourtant, son ambition n'est pas sans coût. Les récits médiévaux, bien que souvent apocryphes, décrivent une femme vivant dans la peur constante d'être découverte, son cœur battant à chaque regard suspicieux. Une analyse moderne pourrait suggérer un stress psychologique intense, peut-être amplifié par un sentiment d'isolement. Jeanne, bien que brillante, est seule dans son mensonge. Pour les moines et les clercs qui l'entourent, Johannes est un prodige, un homme pieux, destiné à de grandes choses. Mais pour les rares qui soupçonnent son secret, elle devient une énigme, voire une menace. Les archives mentionnent un incident où un moine jaloux de son ascension tente de la démasquer, mais Jeanne, avec une ruse extraordinaire, détourne les soupçons. Ce jeu dangereux marque le début de son ascension vers Rome, où son ambition atteindra des sommets inimaginables. Si les débuts audacieux de Jeanne vous intriguent, attendez de découvrir comment son arrivée à Rome a transformé son déguisement en une quête pour le trône papal.
La prochaine partie vous emmènera dans un monde d'intrigues, où une femme défie l'Église elle-même. Le masque de Johannes, une ascension audacieuse à Rome. Si l'audace de Jeanne de Pologne, déguisée en homme, pour accéder à l'éducation, vous a captivé, attendez de découvrir comment elle a gravi les échelons de l'Église à Rome, jouant un jeu dangereux où un seul faux pas pouvait la condamner. Dans les années 1240, sous l'identité de Johannes Anglicus, Jeanne de Pologne s'infiltre dans les cercles les plus puissants de la chrétienté son intelligence et son charisme la propulsant vers le sommet. Cette deuxième partie explore son ascension à Rome, les intrigues qu'elle manigance pour maintenir son déguisement et les premiers soupçons qui menacent son secret. Préparez-vous à plonger dans un monde d'ambition de ruse et de tensions constantes. Si cette histoire vous fascine, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans les années 1240, Jeanne de Pologne, désormais dans la trentaine, arrive à Rome sous l'identité de Johannes Anglicus, un clerc érudit dont la réputation grandit rapidement. Les chroniques médiévales, comme celle de Martin de Pologne, bien que controversées, décrivent un homme, ou plutôt une femme, d'une éloquence rare, capable de débattre de théologie avec les plus grands esprits de l'époque. Rome, centre de la chrétienté, est une ville bouillonnante d'intrigues, où les cardinaux et les évêques se disputent le pouvoir sous le regard du pape. Jeanne, avec son intelligence, aiguisée, se fait remarquer comme scribe et conseiller, gagnant la confiance de figures influentes. Imaginez-vous dans les salles richement décorées du palais du Latran, où Johannes, vêtu d'une robe de clerc, rédige des missives et participe à des débats théologiques. Son déguisement est impeccable, cheveux courts, voix grave et une démarche calculée pour masquer sa féminité. Mais chaque jour est une épreuve. Les archives, bien que fragmentaires, suggèrent qu'elle évite les bains collectifs et les contacts physiques, prétextant une piété extrême ou une santé fragile. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter cette tension constante comme un signe de stress post-traumatique. Jeanne vivant, dans la peur d'être démasquée dans un monde où une telle révélation signifierait la mort. Ce qui rend cette période si captivante, c'est la manière dont Jeanne manipule son entourage. Elle excelle dans l'art de la rhétorique, gagnant des alliés parmi les cardinaux, tout en évitant les pièges des rivalités ecclésiastiques. Selon une légende rapportée par Jean de Mailly, elle devient secrétaire d'un cardinal influent, utilisant sa position pour influencer les décisions de l'Église. Mais son ascension attire la jalousie. Certains clercs, troublés par son refus de participer aux rituels sociaux masculins, commencent à murmurer. Une anecdote raconte qu'un moine suspicieux tente de la surprendre. En la suivant, mais Jeanne, avec une ruse remarquable, détourne les soupçons en feignant une crise de foi. Les rumeurs, bien que vagues, commencent à circuler dans les couloirs de Rome. Certains chuchotent que Johannes semble trop délicat, trop isolé ou trop érudit pour un simple clerc. Ces soupçons, bien que sans preuve concrète, mettent Jeanne en danger constant. Imaginez la pression qu'elle endure devant maintenir une façade parfaite tout en naviguant dans un monde de complots. Une analyse moderne pourrait suggérer une personnalité à la fois résiliente et obsessionnelle. Jeanne étant prête à tout risquer pour atteindre le pouvoir, peut-être motivée par un désir de prouver sa valeur dans un monde qui nie son genre. Malgré ces risques, Jeanne prospère. Les archives, bien que débattues, indiquent qu'elle est promue à des postes de plus en plus prestigieux, devenant un conseiller clé dans les cercles proches du pape. Sa connaissance des textes sacrés et sa capacité à négocier avec les factions rivales la rendent indispensable. Mais cette ascension
n'est pas sans coût. Les récits médiévaux décrivent Johannes comme un homme solitaire, évitant les amitiés intimes pour protéger son secret. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, cette solitude évoque une tragédie humaine, une femme brillante, forcée de sacrifier sa véritable identité pour poursuivre ses ambitions. Pour les habitants de Rome, Johannes est une énigme fascinante. Les clercs admirent son érudition, mais certains jaloux ou suspicieux commencent à poser des questions. Une anecdote raconte qu'un cardinal intrigué par son comportement lui demande de révéler son passé, mais Jeanne, avec une habileté consommée, invente une histoire d'enfance pieuse en Angleterre. Ces moments de tension où son secret est à deux doigts d'être découvert montrent l'audace et la fragilité de son entreprise. L'Église, à cette époque, est un nid d'intrigues, où les luttes de pouvoir entre factions déterminent l'avenir du christianisme. Jeanne, en tant que Johannes, exploite ces divisions pour se hisser plus haut. Selon certaines sources, elle rédige des traités théologiques qui influencent les débats sur la doctrine, gagnant le respect des érudits. Mais chaque succès accroît le risque. Plus elle s'élève, plus les regards se tournent vers elle. Les chroniqueurs, comme Martin de Pologne, suggèrent qu'elle commence à envisager l'impensable, le trône de Saint-Pierre, le siège du pape. Ce qui rend cette période si palpitante, c'est le contraste entre l'audace de Jeanne et la fragilité de son déguisement. Imaginez-vous à sa place marchant dans les rues de Rome, chaque pas risquant de révéler votre secret. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, son histoire pose une question troublante. Jusqu'où peut-on aller pour défier les conventions d'une société oppressive? Si son ascension vous intrigue, attendez de découvrir comment Jeanne de Pologne a failli devenir pape défiant l'Église dans un acte d'ambition sans précédent. Le trône de Saint-Pierre, une ambition à la limite de l'hérésie. Si l'ascension audacieuse de Jeanne de Pologne, sous le masque de Johannes Anglicus, vous a captivé, attendez de découvrir comment elle a frôlé le trône papal, défiant l'Église dans un acte d'ambition si audacieux qu'il frôle l'hérésie. Dans les années 1250, Jeanne, toujours déguisée, en homme atteint les sommets du pouvoir ecclésiastique, à Rome devenant une figure influente dans les cercles proches du pape. Cette troisième partie explore son audace pour se hisser au rang de cardinal, les intrigues qui entourent son ascension et les premiers craquements dans son déguisement. Préparez-vous à plonger dans un monde où une femme risque tout pour conquérir l'inconcevable. Si cette histoire vous fascine, appuyez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans les années 1250, Jeanne de Pologne, sous l'identité de Johannes Anglicus, est au zénith de sa carrière ecclésiastique. Les chroniques médiévales, comme celle de Jean de Mailly, bien que débattues par les historiens modernes, décrivent un clerc d'une érudition exceptionnelle devenu cardinal à une vitesse fulgurante. Rome, centre névralgique de la chrétienté, est un nid de rivalité où les cardinaux se disputent l'influence et le pouvoir. Jeanne, avec son intelligence acérée et sa maîtrise de la théologie, se distingue dans ce monde d'hommes, rédigeant des traités qui influencent les débats doctrinaux et gagnant la confiance du pape. Imaginez-vous dans les salles richement ornées du palais du Latran, où Johannes, vêtu de robes écarlates de cardinal, conseille le pape sur des questions de foi. Son déguisement reste intact, mais la pression est immense. Chaque geste, chaque parole doit être calculée pour éviter de révéler son secret. Les archives, bien que fragmentaires, suggèrent qu'elle adopte des comportements ascétiques, refusant les banquets et les bains collectifs pour maintenir sa façade. Une analyse psychologique moderne pourrait voir dans cette discipline une forme d'hypervigilance
symptôme d'un stress chronique, causé par une vie de mensonges constants. Jeanne, bien que brillante, vit dans un état de tension permanente, consciente qu'une seule erreur pourrait la condamner au bûcher. Ce qui rend cette période si palpitante, c'est l'audace de Jeanne face à un objectif presque impensable, le trône de Saint-Pierre. Selon la légende rapportée par Martin de Pologne, elle commence à envisager sérieusement la papauté, convaincue que son intelligence et son charisme peuvent la porter au sommet. Elle manie l'art de la manipulation avec une finesse remarquable, forgeant des alliances avec des cardinaux influents, tout en évitant les pièges des factions rivales. Une anecdote raconte qu'elle rédige un traité sur la Trinité, si convaincant qu'il est lu devant le pape, renforçant sa réputation comme théologien prodige. Mais cette ascension attire des ennemis. Les cardinals jaloux, troublés par l'ascension rapide de ce Johannes, commencent à enquêter sur son passé. Les rumeurs, bien que vagues, s'intensifient. Certains notent son refus de contact physique, d'autres son apparence délicate. Un incident rapporté par Jean de Mailly décrit une confrontation où un cardinal suspicieux interroge Johannes sur son passé en Angleterre. Jeanne, avec une ruse extraordinaire, invente une histoire complexe mêlant vérité et fiction pour détourner les soupçons. Ces moments de tension, où son secret frôle la révélation, montrent l'ampleur de son courage et de sa témérité. Pour les habitants de Rome, Johannes est une figure fascinante, un érudit dont l'éloquence captive les foules lors des sermons publics. Mais pour ceux qui soupçonnent la vérité, il devient une énigme dangereuse. Les chroniqueurs médiévaux, bien que biaisés, décrivent un climat de méfiance croissante. Une analyse moderne pourrait suggérer que Jeanne, pour survivre, devait non seulement maintenir son déguisement, mais aussi anticiper les intrigues de ses rivaux. Ce jeu d'échecs politiques, où chaque mouvement pouvait être fatal, reflète une résilience mentale, hors du commun, mais aussi une solitude écrasante. L'Église à cette époque est un champ de bataille idéologique et politique. Les luttes entre les factions pro-empereur et pro-pape divisent les cardinaux, et Jeanne exploite ces divisions pour se rapprocher du pouvoir. Selon certaines sources, elle devient un conseiller clé lors des conclaves influençant le choix des papes. Mais son ambition va plus loin. Les récits apocryphes affirment qu'elle commence à rêver de la tiare pontificale, un objectif si audacieux qu'il semble insensé. Imaginez-vous à sa place, déambulant dans les couloirs du Vatican, votre cœur battant à l'idée de devenir le chef spirituel de millions de fidèles, tout en sachant que votre identité pourrait tout détruire. Les tensions psychologiques de Jeanne sont palpables. Vivre sous un faux nom entouré d'hommes qui la brûleraient vive s'ils découvraient la vérité exige une force mentale colossale. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter son ambition comme un mélange de narcissisme et de désir de transcender les limites imposées par son genre. Pourtant, cette ambition est aussi sa faiblesse. Plus elle s'élève, plus les regards se tournent vers elle, augmentant le risque de démasquage. Pour les rares alliés de Jeanne Johannes, est un génie, un homme destiné à marquer l'histoire. Mais pour ses ennemis, il est une anomalie, une menace à l'ordre établi. Les murmures de sorcellerie commencent à émerger, certains accusant Johannes de pratiques hérétiques pour expliquer son ascension fulgurante. Ces accusations, bien que sans fondement, reflètent la peur d'une société médiévale face à l'inconnu. Si cette audace vous fascine, attendez de découvrir comment le secret de Jeanne de Pologne a été révélé, déclenchant un scandale qui a ébranlé l'Église. Le scandale du conclave, la vérité au bord de l'abîme. Si l'audace de Jeanne de Pologne, pour atteindre les sommets de l'Église,
vous a captivé. Attendez de découvrir comment son secret a frôlé la révélation, déclenchant un scandale qui a menacé de faire s'effondrer son rêve de devenir pape dans les années 1250, alors que Jeanne, sous l'identité de Johannes Anglicus, se tient à un pas du trône de Saint-Pierre. Les soupçons s'intensifient et une série d'événements dramatiques met son déguisement en péril. Cette quatrième partie explore les intrigues du conclave, les tensions croissantes autour de son identité et le prix psychologique de son ambition. Préparez-vous à plonger dans un monde où une femme joue avec le feu au cœur de la chrétienté. Si cette histoire vous fascine, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans les années 1250, Jeanne de Pologne, désormais cardinale, sous le nom de Johannes Anglicus, est au sommet de son pouvoir. Les chroniques médiévales, comme celles de Jean de Mailly et Martin de Pologne, bien que contestées par les historiens modernes, décrivent un homme, ou plutôt une femme, dont l'influence dans l'Église est presque sans égale. À Rome, le décès du pape ouvre la voie à un conclave, un moment crucial, où les cardinals se réunissent pour élire le nouveau chef de la chrétienté. Jeanne, avec son érudition et son charisme, est considérée comme un candidat sérieux, un fait qui défie toutes les conventions de l'époque. Mais ce moment de triomphe est aussi le plus dangereux de sa vie. Imaginez-vous dans les salles secrètes du Vatican, où les cardinals vêtus de robes écarlates murmurent des alliances et des trahisons. Jeanne, sous son déguisement, participe au débat, sa voix résonnant avec autorité. Mais chaque mot qu'elle prononce est un risque. Les archives, bien que fragmentaires, suggèrent qu'elle excelle dans l'art de la manipulation, convainquant ses pairs de sa piété et de sa compétence. Pourtant, les soupçons autour de Johannes s'intensifient. Certains cardinals jaloux de son ascension fulgurante commencent à fouiller son passé. Une anecdote rapportée par Martin de Pologne raconte qu'un cardinal rival, doutant de l'origine de Johannes, envoie des espions pour enquêter sur son prétendu passé en Angleterre. Jeanne, avec une ruse incroyable, parvient à détourner ses investigations en répandant de fausses informations sur sa famille. Ce qui rend cette période si intense, c'est la tension constante qui pèse sur Jeanne. Une analyse psychologique moderne pourrait diagnostiquer un état de stress chronique, voire une dissociation, alors qu'elle jongle entre son rôle de cardinal et la peur d'être démasquée. Vivre sous une fausse identité entourée d'hommes qui la condamneraient pour hérésie exige une discipline mentale hors du commun. Les récits médiévaux décrivent Johannes comme un homme austère, évitant les banquets et les contacts physiques, ce qui alimente les rumeurs. Certains chuchotent qu'il est trop délicat, d'autres qu'il cache un secret impie. Un incident particulièrement dramatique se produit lors du conclave. Selon la légende rapportée par Jean de Mailly, un cardinal hostile tente de piéger Johannes en l'invitant à un bain rituel, une pratique courante parmi les clercs. Jeanne, prétextant une maladie, refuse, mais cet incident accroît les soupçons. Imaginez la terreur qu'elle ressent, son cœur battant à l'idée que son corps pourrait révéler la vérité. Ce moment où son déguisement est à deux doigts de s'effondrer montre l'ampleur de son courage et de sa vulnérabilité. Malgré ces dangers, Jeanne continue de tisser sa toile. Les chroniques suggèrent qu'elle gagne le soutien de plusieurs cardinals influents, convaincus que Johannes est le candidat idéal pour ramener l'unité à une Église divisée par les luttes entre l'empereur et le pape. Son intelligence et sa capacité à naviguer dans les intrigues politiques la rendent presque invincible. Mais cette invincibilité
est illusoire. Les rumeurs de sorcellerie déjà présentes s'amplifient. Certains clercs, troublés par son ascension, l'accusent d'utiliser des charmes ou des pactes démoniaques pour manipuler ses pairs. Ces accusations, bien que sans preuve, reflètent la peur d'une société médiévale face à une figure qui défie les normes. Pour les habitants de Rome, Johannes reste une énigme. Les sermons qu'il prononce attirent des foules, son éloquence captivant les fidèles. Mais dans les coulisses, les murmures s'intensifient. Une anecdote raconte qu'un scribe observant Johannes de près remarque une douceur inhabituelle dans ses traits, alimentant les spéculations. Jeanne, consciente de ses regards, redouble d'efforts pour maintenir son masque, adoptant des comportements encore plus masculins, une voix plus grave, des gestes plus brusques. Une analyse moderne pourrait voir dans ces ajustements une forme d'hypercompensation, un effort désespéré pour protéger son secret. L'Église, à cette époque, est un champ de bataille où les ambitions personnelles se heurtent au dogme. Jeanne exploite ces divisions, se positionnant comme une voix de la raison dans un monde de chaos. Mais son ambition atteint un point critique, selon la légende. Elle est proposée comme candidate sérieuse à la papauté lors du conclave. Ce moment où une femme est à deux doigts de devenir le chef de la chrétienté est à la fois un triomphe et une menace. Imaginez-vous à sa place dans une salle où chaque vote pourrait faire d'elle le pape ou la condamner à mort. Ce qui rend cette période si poignante, c'est la dualité de Jeanne, une femme d'une intelligence extraordinaire, mais prisonnière de son propre mensonge. Pour les cardinals qui la soutiennent, Johannes est un visionnaire. Pour ceux qui la soupçonnent, il est une aberration. Les récits médiévaux, bien que romancés, capturent une vérité essentielle. Jeanne a poussé les limites du possible dans un monde qui refusait aux femmes tout pouvoir. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, son histoire soulève une question troublante. Peut-on défier un système oppressif sans en payer le prix ultime? Si ce suspense vous tient en haleine, attendez de découvrir comment le secret de Jeanne de Pologne a été révélé, déclenchant un scandale qui a ébranlé Rome. La chute du masque, un scandale qui ébranla l'Église. Si l'audace de Jeanne de Pologne, pour se hisser au bord du trône papal, vous a tenu en haleine, attendez de découvrir comment son secret a été dévoilé, déclenchant un scandale si monumental qu'il a secoué les fondations de l'Église. Dans les années 1250, alors que Jeanne, sous l'identité de Johannes Anglicus, est à deux doigts de devenir pape, une série d'événements dramatiques fait s'effondrer son déguisement, révélant une vérité si choquante qu'elle devient une légende. Cette 5e partie explore le moment de sa chute, les conséquences immédiates pour elle et pour Rome, et les tensions psychologiques qui l'ont mené à ce point de rupture. Préparez-vous à plonger dans un monde où l'ambition d'une femme devient son propre piège. Si cette histoire vous fascine, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans les années 1250, Jeanne de Pologne, sous le masque de Johannes Anglicus, est au sommet de son pouvoir. Les chroniques médiévales, comme celles de Jean de Mailly et Martin de Pologne, bien que controversées, racontent qu'elle est élue pape, ou du moins sur le point de l'être, lors d'un conclave tendu. Sous le nom de Jean Vis, elle aurait occupé le trône de Saint-Pierre pendant un bref moment, une prouesse inimaginable pour une femme au XIIIe siècle. Mais ce triomphe si proche est brisé par un événement dramatique qui révèle son secret au monde entier. Imaginez-vous dans les rues bondées de Rome lors d'une procession solennelle où le nouveau pape Johannes défile sous les acclamations des fidèles. Selon la légende rapportée par Martin de Pologne, c'est lors de cette procession
que tout s'effondre. Une source apocryphe prétend que Jeanne enceinte, à cause d'une liaison secrète, aurait accouché en public, révélant son genre au milieu de la foule. Bien que cette histoire soit débattue par les historiens modernes comme Donna Cross, dans Pope Joan, elle capture l'ampleur du scandale. Une femme déguisée en homme a trompé l'Église jusqu'à atteindre son sommet. Une analyse psychologique moderne pourrait suggérer que la pression de maintenir son déguisement, combinée à une possible relation amoureuse, a poussé Jeanne à un point de rupture où son corps a trahi son secret. Ce qui rend ce moment si saisissant, c'est la réaction de Rome. Les chroniques décrivent une ville plongée dans le chaos. Les cardinals horrifiés accusent Jeanne d'hérésie et de sorcellerie, tandis que la foule partagée, entre choc et fascination, se déchaîne. Les archives, bien que fragmentaires, suggèrent que Jeanne ait arrêté immédiatement son procès, devenant un spectacle public. Imaginez la terreur qu'elle ressent enchaînée dans une cellule sombre, alors que les hommes qu'elle a autrefois surpassés en intelligence exigent sa mort. Une analyse moderne pourrait voir dans cette chute une tragédie classique, une ambition démesurée menant à une chute inévitable, amplifiée par les contraintes d'une société patriarcale. Les accusations contre Jeanne sont impitoyables. Les clercs humiliés d'avoir été dupés par une femme la dépeignent comme une agente du diable, utilisant des charmes pour manipuler l'Église. Selon Jean de Mailly, son procès est marqué par des débats enflammés, certains cardinals encore sous le charme de son érudition, plaident pour la clémence, tandis que d'autres exigent le bûcher. Les récits divergent sur son sort. Certains affirment qu'elle est exécutée, d'autres qu'elle est emprisonnée à vie ou même exilée. Ce qui est certain, c'est que l'Église fait tout pour effacer son nom des registres, transformant son histoire en une légende chuchotée dans l'ombre. Pour les habitants de Rome, le scandale est une source de fascination et de peur. Les tavernes bruissent de récits. Une femme aurait régné comme pape défiant Dieu et les hommes. Ces histoires, amplifiées par la superstition, donnent naissance au mythe de la papesse Jeanne, une figure à la fois admirée pour son audace et crainte pour son sacrilège. Les chroniqueurs médiévaux, comme Martin de Pologne, contribuent à cette mythification, bien que l'Église officielle rejette l'histoire comme une fable. Une analyse historique moderne, comme celle de Peter Stanford dans The Legend of Pope Joan, suggère que l'histoire de Jeanne pourrait être une exagération basée sur des figures réelles, mais son impact culturel est indéniable. Pour ceux qui connaissaient, Jeanne le choc est personnel. Les cardinals qui l'avaient soutenu se retrouvent déshonorer leur carrière, brisée par l'association avec une hérétique. Les rares alliés de Jeanne, peut-être au courant de son secret, disparaissent dans l'obscurité craignant les représailles. Imaginez la douleur de ces clercs partagés entre l'admiration pour son génie et la honte d'avoir été trompés. Pour Jeanne elle-même, la chute est dévastatrice. Une analyse psychologique pourrait interpréter son audace comme un mélange de narcissisme et de désespoir, une femme prête à tout risquer pour transcender les limites de son époque, mais incapable d'échapper à son propre corps. L'Église, secouée par le scandale, prend des mesures drastiques pour éviter qu'une telle tromperie ne se reproduise. Une légende, bien que probablement apocryphe, raconte l'instauration d'un rituel où les papes nouvellement élus devaient s'asseoir sur une chaise percée pour vérifier leur sexe. Cette histoire, bien que douteuse, reflète l'ampleur de la panique causée par Jeanne. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, ce scandale soulève une question troublante. Comment une femme a-t-elle pu défier un système aussi puissant? Et pourquoi son histoire
a-t-elle été effacée? Si ce drame vous bouleverse, attendez de découvrir comment l'héritage de Jeanne de Pologne a survécu, transformant une femme en un mythe éternel, les ombres de la légende, l'Église et la damnation de Jeanne. Si le scandale de la révélation de Jeanne de Pologne vous a bouleversé, attendez de découvrir comment l'Église a tenté d'effacer son existence tout en transformant son histoire en une légende qui a défié le temps. Dans les années qui suivent le conclave des années 1250, la chute de Jeanne, déguisée en Johannes Anglicus, laisse Rome dans une crise sans précédent. L'Église, humiliée par la tromperie d'une femme, fait tout pour enterrer son nom, mais les murmures d'une papesse Jeanne persistent dans les tavernes et les monastères. Cette 6e partie explore les efforts de l'Église pour effacer Jeanne, les conséquences pour ceux qui l'ont connue et la manière dont son histoire a survécu sous forme de mythe. Préparez-vous à plonger dans un monde où une femme devient à la fois une héroïne et une damnée. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Après la révélation dramatique du secret de Jeanne de Pologne, Rome est plongée dans un tumulte. Les chroniques médiévales, comme celles de Jean de Mailly et Martin de Pologne, bien que débattues par les historiens modernes, décrivent une église en état de choc. Une femme déguisée en homme a non seulement infiltré ses rangs, mais a failli devenir pape. Les cardinals humiliés d'avoir été dupés se lancent dans une campagne pour effacer toute trace de Jeanne. Les registres officiels sont expurgés et son nom, si jamais il fut consigné, est remplacé par des silences éloquents. Une analyse historique moderne comme celle de Donna Cross, dans Pope Johann, suggère que l'Église a délibérément occulté cette histoire pour protéger son autorité, transformant Jeanne en une fable apocryphe. Imaginez-vous dans les salles sombres du Vatican, où les cardinals réunis en secret débattent du sort de Jeanne. Selon certaines sources, elle est jugée pour hérésie et tromperie, son procès devenant un spectacle destiné à réaffirmer le pouvoir masculin de l'Église. Les récits divergent sur sa fin. Certains affirment qu'elle fut brûlée vive, d'autres qu'elle fut emprisonnée dans un couvent obscur ou même exilée dans un lieu inconnu. Ce qui est certain, c'est que l'Église fait tout pour la réduire au silence. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter cette répression comme une tentative de contrôler une figure qui incarnait une menace existentielle, une femme défiant un système patriarcal. Ce qui rend cette période si poignante, c'est l'impact sur ceux qui connaissaient Jeanne. Les cardinals qui l'avaient soutenue, croyant en l'érudition de Johannes, voient leur carrière ruinée. Une anecdote rapportée par Martin de Pologne raconte qu'un cardinal autrefois proche de Jeanne fut exilé dans un monastère reculé, accusé d'avoir fermé les yeux sur son secret. Imaginez la douleur de ces hommes, partagée entre l'admiration pour son génie et la honte d'avoir été trompés. Pour les rares clercs, qui soupçonnaient que la vérité, le silence devient une question de survie. Révéler leur complicité, même involontaire, pourrait les condamner. Pour les habitants de Rome, l'histoire de Jeanne devient une source de fascination et de peur. Les tavernes bruissent de récits. Une femme aurait régné comme pape défiant Dieu et les hommes. Ces histoires amplifiées par la superstition donnent naissance à la légende de la papesse Jeanne, une figure à la fois héroïque et maudite. Les chroniqueurs médiévaux, bien que souvent influencés par l'Église, contribuent à cette mythification. Jean de Mailly, par exemple, raconte que la rue où Jeanne aurait accouché lors de la procession fut maudite, évitée par les processions papales pendant des siècles.
Cette anecdote, bien que probablement apocryphe, reflète l'impact durable de son histoire sur l'imaginaire collectif. L'Église, déterminée à étouffer le scandale, impose des mesures drastiques. Selon une légende rapportée par des sources ultérieures, un rituel est instauré pour vérifier le sexe des papes nouvellement élus, utilisant une chaise percée. Bien que cette histoire soit largement considérée comme une exagération, elle montre à quel point la peur de Jeanne a marqué les institutions ecclésiastiques. Une analyse moderne pourrait voir dans ces mesures une tentative de renforcer le contrôle masculin sur l'Église en réponse à une femme qui avait exposé sa vulnérabilité. Malgré ses efforts, l'histoire de Jeanne persiste. Les moines, les érudits et même les laïcs continuent de chuchoter son nom dans l'ombre. Les manuscrits médiévaux, copiés en secret, racontent l'histoire d'une femme qui a défié l'ordre divin. Ces récits, bien que souvent déformés, capturent une vérité essentielle. Jeanne était une rebelle, une femme dont l'ambition a ébranlé un monde d'hommes. Pour les femmes de l'époque, bien que rares soient celles qui entendent son histoire, Jeanne devient un symbole clandestin, une preuve que les limites imposées par la société peuvent être défiées. Les tensions psychologiques de cette période sont palpables, non seulement pour Jeanne, mais pour ceux qui l'entourent. Une analyse moderne pourrait suggérer que les cardinals, en effaçant son nom, tentaient de réprimer leur propre sentiment de culpabilité. Comment avait-il pu être si aveugle pour Jeanne si elle survécut à son procès? L'exil ou l'emprisonnement aurait été une torture mentale, une femme brillante, réduite au silence, après avoir frôlé l'immortalité. Imaginez son désespoir, enfermée dans une cellule, repensant à chaque moment où elle aurait pu choisir une autre voie. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, cette période soulève des questions troublantes. Pourquoi l'Église a-t-elle si peur d'une femme? Et comment une histoire aussi extraordinaire a-t-elle été reléguée au rang de mythe? L'héritage de Jeanne, bien que supprimé par les autorités, continue de fasciner. Les récits de la papesse Jeanne se répandent à travers l'Europe, inspirant des contes, des chansons et même des gravures médiévales. Si cette répression vous intrigue, attendez de découvrir comment l'histoire de Jeanne de Pologne a survécu, devenant un symbole intemporel de rébellion et de tragédie. L'héritage immortel. La légende de la papesse Jeanne. Si les efforts de l'Église pour effacer Jeanne de Pologne vous ont intrigué, attendez de découvrir comment son histoire, malgré la censure, s'est transformée en une légende immortelle qui continue de fasciner des siècles plus tard. Après le scandale de sa révélation, dans les années 1250, Jeanne, autrefois Johannes Anglicus, devient un symbole de rébellion et de tragédie, une femme qui a défié les conventions d'un monde patriarcal pour atteindre les sommets du pouvoir. Cette 7e et dernière partie explore l'héritage de Jeanne, son impact sur la culture médiévale et la manière dont son mythe a survécu à l'épreuve du temps, devenant une source d'inspiration et de controverse. Préparez-vous à un voyage où une femme devient une icône, à la fois admirée et maudite. Si cette histoire vous a secoué, appuyez sur « j'aime », partagez-la et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants. Après la chute de Jeanne de Pologne, l'Église fait tout pour effacer son existence. Les chroniques officielles, comme celles conservées au Vatican, passent sous silence son nom, et les cardinals impliqués dans son procès se hâtent de tourner la page. Pourtant, malgré ses efforts, l'histoire de la papesse Jeanne persiste, transmise par des récits oraux dans les tavernes, les monastères et les villages d'Europe.
les chroniqueurs médiévaux, comme Martin de Pologne et Jean de Mailly, bien que sous la pression de l'Église, consignent des fragments de son histoire, souvent sous forme de récits apocryphes. Ces textes copiés en secret deviennent des trésors clandestins, lus par des érudits curieux et des rebelles en quête d'inspiration. Imaginez-vous dans une taverne de Florence, au XIVe siècle, où un conteur, à la lueur des chandelles, narre l'histoire d'une femme qui, déguisée en homme, a failli devenir pape. Les auditeurs fascinés oscillent entre incrédulité et admiration. Pour les femmes en particulier, Jeanne devient un symbole clandestin, une preuve que les barrières imposées par la société peuvent être brisées, même au prix d'un sacrifice ultime. Une analyse historique moderne, comme celle de Peter Stanford dans The Legend of Pope Joan, suggère que l'histoire de Jeanne, bien que peut-être embellie, repose sur une vérité essentielle. Une femme exceptionnelle a défié l'ordre établi, laissant une marque indélébile sur l'imaginaire collectif. Ce qui rend cette période si fascinante, c'est la manière dont la légende de Jeanne transcende son époque. Au fil des siècles, son histoire inspire des œuvres littéraires, des chansons, et même des gravures médiévales, montrant une femme en tiare pontificale. Les récits varient. Certains décrivent Jeanne comme une héroïne tragique, d'autres comme une hérétique maudite, une anecdote populaire, rapportée par des chroniqueurs ultérieurs, prétend que l'Église évite encore la rue où Jeanne aurait accouché, surnommée Via Sacra par superstition. Bien que cette histoire soit probablement une exagération, elle montre à quel point le scandale de Jeanne a marqué les esprits. L'impact de Jeanne sur la culture médiévale est profond. Dans un monde où les femmes sont reléguées à des rôles subalternes, son histoire devient un cri de révolte. Les érudits, bien que prudents, débattent de sa réalité. Était-elle une femme réelle ou une fable créée pour critiquer l'Église? Les historiens modernes comme Donacros soutiennent que Jeanne pourrait être inspirée de figures féminines érudites du Moyen-Âge, comme Hildegarde de Bingen, mais amplifiée par la légende. Ce débat, loin d'affaiblir son héritage, le renforce. Jeanne devient un symbole universel de résistance face à l'oppression. Pour ceux qui connaissaient Jeanne, son héritage est plus personnel. Les cardinals qui l'avaient soutenu désormais disgraciés vivent dans l'ombre, hantés par leur complicité involontaire. Une analyse psychologique moderne pourrait voir dans leur silence un mélange de honte et de fascination. Comment une femme a-t-elle pu les surpasser si brillamment? Pour les rares alliés de Jeanne, peut-être conscient de son secret, son histoire devient une source d'inspiration secrète, un rappel que l'intelligence peut défier les conventions, même dans un monde hostile. L'Église, quant à elle, continue de nier l'existence de Jeanne. Les papes successifs, conscients de l'embarras potentiel, interdisent les discussions sur la papesse. Pourtant, cette censure ne fait qu'alimenter le mythe. Au XVe siècle, des écrivains comme Boccace mentionnent Jeanne dans leurs œuvres, la dépeignant comme une figure à la fois tragique et héroïque. Ces récits, bien que romancés, capturent une vérité essentielle. Jeanne a défié un système qui refusait aux femmes tout pouvoir, et son audace a laissé une trace indélébile. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, âgés de 35 à 65 ans, l'histoire de Jeanne soulève des questions intemporelles. Jusqu'où peut-on aller pour réaliser ses ambitions? Et pourquoi les sociétés cherchent-elles à effacer ceux qui défient leurs normes? Une analyse psychologique pourrait interpréter l'obsession de Jeanne pour le pouvoir comme un mélange de génie et de désespoir, une femme poussée à l'extrême pour transcender les limites de son époque.
Sa solitude, son sacrifice et sa chute résonnent comme une tragédie universelle, pertinente, même dans le monde moderne. L'héritage de Jeanne s'étend bien au-delà du Moyen Âge. Au fil des siècles, elle inspire des romans, des pièces de théâtre, et même des films comme Pope Joan 2009, qui réimagine son histoire pour un public contemporain. Dans la culture populaire, elle devient un symbole féministe, une femme qui a osé rêver l'impossible. Pourtant, son histoire reste controversée. Certains la célèbrent comme une pionnière, d'autres la rejettent comme une fable. Ce qui est indéniable, c'est son pouvoir de captiver, de provoquer et de défier. Imaginez-vous dans une bibliothèque moderne, feuilletant un manuscrit médiéval, où le nom de Jeanne apparaît à demi effacé. Son histoire, bien que supprimée par l'Église, continue de parler à ceux qui cherchent à comprendre les luttes du passé. Pour les habitants de Rome, son nom évoque une ère de scandale et de mystère, une femme qui a failli changer le cours de l'histoire. Si cette légende vous a bouleversé, partagez-la avec ceux qui aiment explorer les recoins sombres du passé. Appuyez sur « J'aime ». Laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants.